Bonjour à tous. On va commencer en laissant le temps tranquillement au dernier retardataire d'arriver. Comme d'habitude, je propose à ceux qui ne posent pas de questions, en tout cas, tant que vous ne posez pas de questions, de couper votre micro, de sorte à ne pas créer des résonances désagréables pour tout le monde. Euh, mais vous pouvez laisser vos caméras, sans problème. Donc, je vous propose qu'on débute le dernier webinaire de notre série consacrée à la concertation. Euh, Est-ce que vous pourriez, en levant la main, nous dire si vous étiez, si vous levez la main, si vous étiez là les précédents, au moins un des webinaires? Slash, Ok, donc peut-être pour rappel alors, on a fait un ensemble de webinaires, donc 5 webinaires, dont le premier visait plutôt à détricoter le vocabulaire de la concertation et à arriver à différencier une consultation d'une concertation, ou en tout cas la place qu'on voulait donner à nos usagers dans notre projet. Puis on s'est attaqué au cadrage d'une concertation pour pouvoir cadrer une stratégie. On a ensuite vu comment on pouvait mettre en œuvre, construire des ateliers pour mettre en route notre concertation. Euh, et puis aujourd'hui, nous allons voir, non, j'en oublie un. Nous avons vu comment utiliser les données de notre concertation. Et bien aujourd'hui, nous allons voir comment évaluer une concertation, qui est quand même hyper important, parce qu'on l'a fait, mais maintenant, il faut savoir, est-ce qu'elle a été impactante? Est-ce qu'on a bien positionné nos usagers dans notre échelle d'Arnstein, pour ceux qui se souviennent un petit peu de quoi il s'agit? Pour ce faire, je vais donner la parole à Estelle Markovic, qui va nous présenter ce dernier webinaire. Merci Estelle. Merci Valentin. Du coup, ces webinaires, nous les avons lancés dans le cadre du mois de l'innovation publique avec l'équipe de la région Grand Est, de la délégation à l'innovation et à la modernisation de l'action publique et l'INA Bénis du Grand Nancy. Et donc, effectivement, on est sur le dernier webinaire que nous vous proposons autour de l'évaluation, sur qu'est-ce que l'évaluation et pourquoi faire, comment en fait s'attarder sur les points clés de l'évaluation de l'association de vos usagers, et puis comment restituer une évaluation. Et tout ça, on vous le propose notamment de le faire à travers un retour d'expérience de nos invités Simon et Elsa, qui nous feront voilà, le plaisir d'échanger avec nous sur ce qu'ils ont mis en œuvre. Et donc aujourd'hui, je vous refais la petite définition pour ceux qui n'étaient pas là, mais voilà, si vous avez suivi l'intégralité des webinaires, vous la connaissez presque par cœur. Donc c'est vraiment une définition maison, hein, qu'on vous propose. Pour nous, c'est avant tout le choix d'inclure les usagers dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques. Et la démarche, elle se caractérise par un ensemble de méthodes et d'outils, mais aussi de postures qui servent à bâtir les politiques publiques au plus près des besoins des usages, puisque là, on est vraiment sur l'association et on verra sur différents formats finalement d'associations, de types d'associations, dont l'enjeu principal de la sollicitation, c'est de déterminer le rôle de pouvoir d'agir en fait accordé aux usagers. Voilà pour la petite définition et le rappel. Aussi dans les éléments de rappel, voilà, Valentin vous l'a évoqué en élément introductif, la fameuse échelle d'Arnstein, qui permet aussi dans le cadre de l'évaluation de se dire, bah, finalement, est-ce qu'on est parti d'un niveau de consultation plutôt faible ou plutôt élevé? Donc de l'information à la codécision et quels indicateurs on a pu mettre en place aussi pour mesurer ça, puisqu'on va voir que dans l'évaluation, il y a à la fois la partie du projet en tant que tel, mais aussi de la démarche de consultation qui va pouvoir nous intéresser. Dans les éléments donc que je vous indiquais, donc nous avons aujourd'hui 2 témoins, Simon Cario et Elsa Portalier. Je vous propose de pouvoir vous présenter, de nous dire un petit peu d'où vous venez, et ce que vous faites, et concrètement, qu'est-ce que c'est que ce centre d'appui à la participation citoyenne? Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci Estelle pour l'invitation à participer à ce webinaire. Donc, moi, je suis Simon Cario, je suis designer de service. Et Elsa Portalier, designer de service également chez Etaline.
Donc, nous travaillons chez Etaline, qui est le laboratoire d'innovation publique de l'État en région Pays de la Loire. Donc, on est porté par la préfecture de région et on est basé à Nantes. Et notre grand ADN du lab, il est porté par notamment la méthodologie du design. Donc, on accompagne un certain nombre de services de l'État, mais également certaines collectivités en partenariat dans des projets, dans des projets d'aller vers, donc avec les agents et les usagers, pour améliorer les services publics au sens large. Donc, on accompagne des projets via la méthode du design. On a également un incubateur de projets pour permettre aux agents de passer d'une idée à une solution en quelques mois. Mais on a également un centre à l'appui de la participation citoyenne, dont je laisse Elsa présenter. Est-ce que peut-être rapidement, Simon a beaucoup employé le mot design, on est designer de service, est-ce que vous avez une idée de ce que c'est que le design de service ou... Oui, Elsa, tu peux peut-être faire un petit point sur ce que c'est globalement, comme ça on a les points de départ pour tout le monde. Ouais, en plus, ça va être lié un peu au centre d'appui à la participation citoyenne qu'on a monté, donc au moins part sur les mêmes bases. Donc, le design, c'est une discipline de résolution de problèmes centrée sur les usagers. Et donc, c'est une discipline qui est méthodologique et qui est séquencée en 5 grandes phases. La première phase, c'est l'immersion et elle vise à questionner, voire re-questionner la problématique de départ en allant sur le terrain, en allant questionner les usagers, et on a des outils spécifiques qui nous permettent aussi d'aller sur le terrain pour aller questionner les usagers. On en parlera aussi un petit peu plus tard. Suite à cette phase d'immersion, on a problématisé, on vient faire une phase de co-création. Et là, l'idée, c'est d'impliquer les parties prenantes dans la phase de piste de... Voilà, l'idée, c'est de faire émerger des pistes de solutions avec l'ensemble des parties prenantes. Et de là, nous, on a parfois un travail en chambre en tant que designer où on va un peu travailler la mise en forme des solutions qui ont pu émerger pour passer à une phase de prototypage où là, l'idée, c'est de prototyper à moindre coût des pistes de solutions avant d'envisager un passage à l'échelle, voire peut-être aussi de revenir en arrière. Donc voilà, c'est une démarche aussi itérative, le design. Et ça, c'est assez important. Donc ça, c'est vraiment la phase de test qui nous permet aussi de valider ou d'invalider avant la mise à l'échelle. Je suis au milieu. Je sais pas si c'est clair. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que finalement, vous avez intégré aussi ces démarches dans votre manière aussi d'aller solliciter. Alors bon, je spoil un peu, hein, mais moi, pour le coup, c'est ce qui m'a intéressé, c'est aussi le fait que vous documentiez beaucoup aussi vos démarches. Et pour le coup, c'est vraiment un socle de base. Et dans l'évaluation, c'est aussi assez important finalement d'avoir cette documentation et de posture un peu réflexive sur la démarche. Et l'intégration aussi de ces méthodes de design qui ne sont pas toujours forcément intégrées de fait dans la démarche de sollicitation. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus aussi sur le centre à l'appui de la participation citoyenne? Oui, alors je vais introduire. En fait, Etaline a été lauréat d'un appel à projet en 2020, lancé par la DITP, donc pour lancer son centre à l'appui de la participation citoyenne. Et donc, ça partait du constat que les démarches de participation citoyenne étaient peu ancrées, du moins dans les services de l'État, par rapport à, par exemple, certaines collectivités. Donc, la question, c'était comment on va plus sur le terrain au sein des services de l'État, comment on va chercher les réels besoins sur le terrain, et plus particulièrement, comment on va vers les publics les plus éloignés de la participation citoyenne. Dans le sens, comment on fait pour ne pas toujours retrouver les mêmes personnes aussi au sein de ce genre de démarche. Donc, pour faire simple, on fonctionne en promotion de projet. On a déjà eu une première promotion de projet. Donc, on accompagne des porteurs de projets, d'une part à travers la méthodologie de design, parce que c'est notre métier et c'est ce qu'on sait faire. Donc, il n'y a pas qu'une seule manière de faire de la participation citoyenne, mais le design peut en faire partie. Et à côté de ça, donc les porteurs de projets aussi ont bénéficié de formation action, là plus pour dans l'idée de pérenniser les démarches de participation citoyenne
que ça ne soit pas juste sur un projet, mais vraiment d'ancrer les pratiques sur du plus long terme et d'acculturer finalement à la participation citoyenne, tous les services de l'État. Et d'autre part, on avait aussi donc des temps interchantiers. Donc là, en fait, l'objectif, c'était plus de mener un travail justement de documentation et d'analyser. Donc là, on avait trois projets sur cette première promotion. On les faisait se rencontrer sur des temps communs pour leur permettre d'échanger et de mutualiser, d'avoir des enseignements aussi pour la suite. Voilà, sur l'introduction du centre. D'accord, très bien. Ben, merci beaucoup. Pour le coup, n'hésitez pas à poser vos questions dans la partie conversation du chat de Teams pour des points d'éclaircissement, des questions. C'est vraiment fait pour. Donc, juste après cette introduction du cas d'Étaline, on voulait refaire un petit focus sur qu'est-ce que l'évaluation et pourquoi faire, avec l'évaluation qui vise à produire des connaissances en vue, notamment là, pour nous, les citoyens, en tout cas nos usagers, d'apprécier la valeur d'une politique, d'un dispositif, d'un programme, et notamment ses effets. Et donc d'aller mesurer la pertinence, l'efficacité, la cohérence et les impacts. Et donc, on a aussi sur ces étapes-là, finalement, mais peut-être très en amont, parce que là, nous, on n'est pas dans la chronologie, en fait. On termine celui-ci, ce dernier webinaire sur la partie évaluation, mais ces questions-là, qu'est-ce qu'on a fait, comment il fallait le faire, est-ce qu'on l'a bien fait ou pas? Finalement, on va se les poser très en amont pour prévoir justement cette phase d'évaluation. Et donc, ces questions-là, il faudra pouvoir se les poser rapidement. Je vous ai partagé aussi un outil qui s'appelle la boussole de la participation du CEREMA. Je ne sais pas si nous avons des collègues présents du CEREMA, mais dont le principe est le suivant. En fait, je ne sais pas si vous voyez toujours mon écran. Et donc, il permet au fil du projet d'avoir un premier volet qui sert à une auto-évaluation et qui fait en fait un pas à pas autour donc de ces 4 points à identifier. Comment on définit en fait un cadre clair et partagé dans sa démarche. Donc, des questions qui permettent d'évaluer où j'en suis. Est-ce que finalement, j'ai encore des efforts à faire, il faut que j'améliore. Et donc, il y a une évaluation au fil de l'eau. Sur aussi un item qui permet de mesurer comment on a mis en place en fait l'état d'esprit constructif dans le cadre de la démarche de participation. Et puis aussi sur la mobilisation de tous et encourager aussi le pouvoir d'initiative des usagers qu'on a concertés. Donc ça, vous verrez, je vous ai mis le lien sur le document. Pour rappel, on vous adressera le replay et le document support de l'ensemble des webinaires à l'issue donc de ce dernier temps. Et là, vous trouverez en fait des éléments qui pourront vous inspirer aussi pour construire vos propres outils. Et notamment cet outil-là qui est disponible. Enfin, vous pouvez en faire la demande auprès du CEREMA, qui permet en fait d'avoir un outil de suivi au fil de l'eau de votre démarche et que j'ai trouvé assez intéressant et que je souhaitais vous partager. Pour revenir donc sur la partie donc de l'évaluation, elle a hop, excusez-moi, ça n'a pas passé, voilà le slide. Elle a aussi donc plusieurs phases. Voilà, on se pose quelles questions on doit retenir dans notre évaluation. Finalement, quels critères on va plutôt aller rechercher, quelles étapes on va mettre en place et puis comment on va aller collecter ces informations-là. Donc, toutes ces questions-là, il faudra les définir assez en amont finalement de la démarche. Et nous, ça nous intéresse bien de savoir comment vous avez procédé à Étaline. Qu'est-ce que vous avez, voilà, c'était quoi vos points un peu d'attention, vos focus. Et puis effectivement, comment vous les avez aussi intégrés en amont. Enfin, là, pour le coup, on a la question de Kadour dans le chat. Voilà, si vous pouvez aussi nous expliquer comment vous avez réalisé tout ça, comment vous avez conçu ces grandes questions autour des indicateurs à prévoir assez en amont finalement de la démarche. Donc, qu'est-ce qu'on a décidé d'évaluer? Donc, c'est dans le cadre du coup du lancement de ce centre à l'appui de la participation citoyenne. Du coup, en 2020, on a accompagné 3 projets.
Et donc le choix, il y a un an et demi, a été d'évaluer la démarche, mais également les projets. Donc la démarche de la création de ce centre-là, mais les 3 projets. Pour vous donner une petite vision des 3 projets, donc on a eu un projet qui s'appelait le projet Maya, qui avait pour but d'améliorer le lien entre les familles dites les plus éloignées et la communauté éducative d'un collège en Vendée. Un deuxième projet en lien avec l'aide sociale à l'enfance dans le Maine-et-Loire qui avait pour but de favoriser des outils d'expression des jeunes sortant de l'aide sociale à l'enfance. Et un troisième projet dont l'objectif initial était d'évaluer l'offre des France Service du coup avec les citoyens, mais au fur et à mesure de l'avancée du projet via la méthodologie du design, on est plus arrivé sur des outils justement pour accompagner les agents France Service, mais également les citoyens dans les démarches administratives. Donc déjà, nous, le retour d'expérience qui a été fait, c'est que du coup, en 2020, il y a eu des grands objectifs qui ont été fixés pour la création de ce centre à l'appui de la participation citoyenne. Et l'évaluation est partie de là. Et la chose qu'on n'a pas faite, et du coup qu'on va toujours refaire dans l'ensemble de nos projets, c'est de créer des indicateurs en lien avec ces objectifs dès le début. Alors que nous, les indicateurs, on les a définis assez tard en fin de compte. Donc on a rattrapé le coche, entre guillemets. Mais donc, on est quand même parti des objectifs qui ont été fixés en 2020 lors de l'appel à projet. Et donc, il y avait un certain nombre d'objectifs, mais notamment faciliter la participation des citoyens les plus éloignés des institutions publiques, inclure l'ensemble des acteurs impliqués, promouvoir l'itinérance de la participation en allant vers les territoires. Et donc ça a été une base d'évaluation et de prise de recul pour nous dans la documentation de la démarche. Et Stella, tu peux passer la slide. Et les premiers outils qu'on nous avait donnés, entre guillemets, étaient des indicateurs très quantitatifs qui permettent d'évaluer la démarche et le centre à appui de la participation citoyenne via les différents projets. Donc, c'était des indicateurs nationaux qui nous ont été fixés dans le cadre de l'appel à projet. Et donc, concrètement, c'était le nombre d'ateliers en présentiel qui ont été mis en place, le nombre d'ateliers en ligne, les actions de sollicitation, donc combien d'actions on a fait d'aller vers pour aller rencontrer des citoyens. Et nous, le recul qu'on a eu, c'est que ces indicateurs-là et l'ensemble de ces chiffres très quanti, on ne s'y retrouvait pas du tout parce qu'on est dans le centre à appui de la participation citoyenne. On est vraiment dans une approche beaucoup plus qualitative. Le nombre de personnes ne compte pas trop, c'est surtout le temps qu'on prend avec les personnes qui compte et avoir une représentation et surtout prendre le temps d'aller vers les citoyens. Et ça, ça se matérialise pas trop par des indicateurs très quantitatifs, mais plus qualitatifs. Et du coup, je te donne la main, Elsa, pour la suite de la slide. Je ne sais pas si déjà vous avez des retours, des commentaires, si c'est clair ou pas, avant que je revienne un petit peu sur comment nous, on a essayé de travailler sur des indicateurs plus qualitatifs et plus représentatifs de la démarche. Bon, alors en effet, c'était pas suffisant d'avoir des indicateurs quantitatifs. C'est pas pour nous. Ah oui, oui, c'est bien en accès gratuit. Et donc, on a essayé de réfléchir. Pardon, je vous poser la question le temps d'activer le micro. Oui, il y a une question lancinante et je fais le lien avec la présentation la dernière fois. Ce qui m'avait un peu surpris l'autre fois, et pour ça que j'étais là en questionnement, on parlait de mobilité, il se trouve que c'est mon métier actuellement. C'était, j'avais l'impression de décalage entre la commande initiale et puis et comment c'est mis en place le processus. Donc là, j'ai l'impression que c'est assez normé ce que vous proposez. La question lancinante qui reste à mon esprit, c'est comment vous recueillez l'information, la data, au fait? Comment vous recueillez le nombre d'usagers, etc. C'est quoi votre mode opératoire? Pour recueillir le nombre d'usagers. Oui, Alors, enfin, nous, tout ce qui est quantitatif, etc. C'est comment vous faites, au fait?
Finalement, nous, comme on disait, on est moins dans une démarche quantitative que sur une démarche qualitative. Donc, on n'est pas sur des grands panels. Quand on fait de la participation, on n'est pas sur des enquêtes en ligne avec beaucoup de personnes. Donc, finalement, on a pu quantifier assez facilement le nombre de citoyens qu'on a rencontrés ou le nombre d'acteurs qu'on a rencontrés, parce qu'on n'a pas rencontré des milliers de personnes pour chacun des projets. Et c'est plus la démarche. Par contre, on a plus travaillé sur des outils pour aller vers les citoyens les plus éloignés. C'est vraiment notre objectif, c'est de pouvoir toucher peut-être des citoyens plus fragilisés et plus éloignés. Et donc, avec le design, on travaille sur certains supports, parfois pour dédramatiser l'échange ou pour simplifier l'échange. On travaille sur des supports comme ça, mais peut-être qu'on détaillera un peu après si on a le temps. Je ne sais pas si je réponds totalement à la question, mais du coup, ce n'était pas une difficulté de comptabiliser. Du coup, je vais prendre la suite. Juste pour revenir très rapidement sur le schéma d'avant, désolée. Non, mais c'était pour introduire, je vous expliquais tout à l'heure un peu la méthodologie du design avec l'immersion, la co-création, les prototypages, les tests. Et on s'est dit comment aussi on peut évaluer la démarche de participation citoyenne dans la temporalité à travers notre méthodologie de design, justement. Et comment on peut évaluer l'implication à la fois des citoyens, mais aussi au regard de l'implication des porteurs de projets et au regard aussi de notre implication, nous, équipe Étaline, et parfois aussi de prestataires externes. Parfois, on a travaillé aussi avec des prestataires sur certains projets. Donc là, c'était une manière de schématiser un petit peu à travers la démarche. On voit que sur chacun des projets, c'est très différent. Parfois, les citoyens apparaissent plus loin dans la démarche sur la temporalité. Parfois, ils apparaissent sur tout le long. Donc, c'est quelque chose qui s'évalue aussi et qui ne se quantifie pas forcément. Et c'est plutôt à partir de là que vous avez intégré en fait des éléments qualitatifs aussi à votre démarche. C'est ça. Et puis là, rien que ces trois graphiques-là, en fait, sont assez intéressants. Dans la partie en bleu, c'est l'implication des citoyens. Et dans certains projets, on a vu qu'on les a beaucoup sollicités à un certain moment. Et en fait, on a essayé de... En parallèle, il y a l'implication de l'équipe projet, donc nous, les designers, et l'ensemble même des agents. Et en fait, ça permet d'analyser un projet assez finement parce qu'il y a beau avoir une très forte implication de l'équipe projet, mais on voit typiquement sur le projet ASE une implication des citoyens qui diminue. Et ça, c'est dû à une sursollicitation de l'ensemble des citoyens. On s'est retrouvé plus qu'à 2 citoyens à la fin du projet, avec en début 20 jeunes. Et donc ça, après, pour évaluer, c'est assez intéressant pour se rendre compte et faire un pas de côté et regarder derrière nous sur du pourquoi et du comment, quoi. Et ces données plus qualitatives, elles permettent aussi on rappelait l'échelle d'Einstein tout à l'heure, mais de voir où est-ce qu'on se situe aussi par rapport à cette échelle-là. Est-ce qu'on allé juste sur de la consultation ou juste de la co-création, ou jusqu'à la co-création, etc. C'est quelque chose qu'on essayait de visualiser. Sur la slide d'après, oui, donc là, ça reprend un petit peu ce que je disais avant sur comment on évalue aussi l'engagement à la fois des citoyens et de l'équipe. Donc, c'est la question parfois du temps passé avec les citoyens. La question des moyens, est-ce que c'était du distanciel, est-ce que c'était du présentiel, est-ce que c'était autour d'un café, est-ce que c'était chez les personnes, parce que c'est arrivé notamment sur le projet Maya. En fait, on est vraiment sur du qualitatif quand les personnes nous reçoivent chez elles et nous invitent chez elles. Ce n'est pas la même démarche que derrière un ordinateur ou au bout d'un téléphone. Il y avait aussi, donc on avait noté aussi, c'était assez révélateur de la démarche d'aller vers le nombre de kilomètres parcourus pour chacun des projets. Et ça montre que c'est important d'aller vers d'être plutôt en présentiel sur des démarches de participation
citoyenne pour réellement toucher notre public, donc d'être vraiment sur le terrain. Et c'est notamment sur le projet Maya et sur tous les projets, en fait. On a vraiment parcouru beaucoup de kilomètres sur le territoire. Voilà, je ne sais pas si tu veux m'aider. Si, et là, du coup, c'est plus des facteurs pour évaluer en soi le centre à l'appui de la participation citoyenne, la démarche, et pour l'évaluation des projets. Donc, comme Elsa elle avait expliqué, le design est en 5 grandes phases. On a une dernière phase qui est l'évaluation participative, le retour d'expérience. Et donc ça, on est également dans une approche très qualitative que quantitative. C'est plus d'aller observer au plus près sur le terrain l'appropriation des dispositifs mis en place pour les usagers et pour les agents, et de faire des ajustements directement sur place. Mais on a également réalisé une séance d'évaluation participative avec les porteurs de projets. Oui, bah là, l'objectif, j'expliquais que le centre, il était structuré de manière à ce qu'on ait des accompagnements de projets. Il y avait aussi des temps de formation-action et d'interchantier. Et donc, l'objectif de ces temps d'interchantier, c'était de pouvoir mener un travail de documentation. Et donc, la dernière journée, elle a permis de faire un bilan à la fois de chacun des projets, mais également de la démarche, et de l'accompagnement proposé pour qu'on puisse aussi pour en tirer des enseignements pour une future promotion, pour qu'on puisse aussi pérenniser ces démarches de participation citoyenne. Il y a Ingrid qui demande dans le chat si vous avez utilisé les données géographiques pour mesurer les impacts d'éloignement et de participation. On n'a pas utilisé de données géographiques précises parce que ça, pareil, on n'avait pas, nous, de l'intérêt à vraiment matérialiser ces données-là. Ça limite l'indicateur, mais qui est dur à quantifier et qui est plus qualitatif. C'est sur un projet, notamment le projet en lien avec l'amélioration du lien entre les familles les plus éloignées et la communauté éducative. C'est le temps, à la limite, qu'on a mis à rentrer chez une famille dans le foyer, alors qu'on est sur un territoire géographique très resserré autour d'un collège. On parle sans doute de 15-20 km, mais c'est déjà la prise de contact et le lien de confiance qu'on a dû créer avec une quinzaine de familles. Et ça, c'est très dur à quantifier en fait et à matérialiser. Au final, on a peut-être mis 6 mois parce qu'avec de nombreux moyens, donc des ateliers avec les collégiens pour qu'ils en parlent petit à petit dans leur famille, le soir à table, mais également différents supports distribués dans les carnets de liaison. Et au fur et à mesure, on a réussi à tisser du lien. Mais ça, au final, on était dans des familles, des foyers qui étaient peut-être à 1 km du collège ou à 15, mais ça avait très peu d'importance parce que là, on était sur de l'éloignement social, culturel, avec sans doute même sur des ruptures personnelles des familles, du vécu passé avec le collège. Et donc là, comment recréer du lien? Je ne sais pas si je réponds totalement, mais... Pour compléter, la question de l'éloignement géographique, c'est un petit point parmi tant d'autres pour reprendre l'exemple du projet dont Simon parle. L'éloignement géographique, oui, il y avait des familles qui étaient éloignées géographiquement par rapport au collège en question. Néanmoins, c'était pas l'éloignement c'était pas cet éloignement qui créait vraiment la rupture en fait. Il y avait plutôt un éloignement lié à la barrière de la langue, la question de la culture aussi, la question de... Enfin, voilà, je répète un peu ce que Simon disait, mais c'est que c'est un petit critère parmi d'autres qui sont très importants. Et Simon a très bien soulevé le fait que la démarche de participation, pour arriver vraiment à nos fins, c'est plutôt des démarches qui vont demander des allers-retours et qui vont demander du temps pour vraiment réussir à toucher le public qu'on souhaite toucher. Ok, ben merci. Apparemment, vous avez su répondre. En tout cas, ça convient à Ingrid, donc c'est parfait.
Ça fait aussi très bien le lien avec les notions clés. On voit, hein, enfin là, vous nous avez expliqué que finalement, la donnée géographique, c'était pas forcément l'indicateur qui était pertinent dans ce que vous vouliez mesurer. Bah là, on est bien sur ces notions-là. Il faut définir effectivement les bénéficiaires, les données qui sont les espèces d'indices qui vont permettre de renseigner les indicateurs. Et les indicateurs, finalement, ce sont les éléments de preuve qui vont démontrer l'impact qu'on vise. Donc, c'est aussi, hein, là, vous avez fait le choix finalement de ne pas avoir ce focus géographique, mais plutôt de proximité sociale. Et ben ça fait partie des choix sur lesquels il faut se pencher sur comment on va évaluer, qu'est-ce qu'on va évaluer. Donc, les questions à se poser. Et là, en fait, il n'y a pas de bonne réponse. C'est vraiment en fonction du projet que vous portez. Est-ce qu'on veut vérifier la pertinence du projet et est-ce qu'on doit le légitimer? Est-ce qu'on veut évaluer l'impact, l'intention, la réussite, une efficience? Est-ce qu'on vise finalement à re-questionner un projet qui est déjà en place et on veut le réajuster, apprendre finalement à avoir des éléments qui permettent de faire évoluer le projet? Toutes ces questions-là, en fait, vont permettre d'identifier des points d'attention particuliers et de faire en fait ce travail de préparation de l'évaluation du projet. Sur également donc des points aussi clés importants, c'est se poser la question des obligations réglementaires. Pour le coup, vous étiez aussi dans la démarche d'un cadre avec des objectifs à mesurer. On a également le cadre spécifique qui peuvent être des cas réglementaires où on va avoir besoin d'avoir un bilan à fournir dans un délai attendu, notamment ce que vous pouvez retrouver aussi dans le code de l'environnement du CEREMA. Donc voilà, ça, ce sont des questions aussi qui peuvent être propres à votre projet. Si vous êtes dans un cadre un peu réglementaire, il y a des points d'attention particuliers avec peut-être aussi en tout cas, là, vous avez mixé finalement des éléments quantitatifs qui étaient attendus avec des points d'attention aussi qualitatifs qui vous permettent aussi de faire évoluer la démarche, d'avoir des points d'attention particuliers, effectivement, de pouvoir réadapter aussi, et avec le focus particulier de l'intégration aussi de la démarche de design dans votre parcours complet de sollicitation, qui permet aussi, là, du coup, d'avoir des indicateurs spécifiques pour vraiment mesurer la démarche proposée. Sur un autre outil, donc vous aviez eu, alors je crois que c'est le webinaire 2 ou le 3, je ne suis pas bien sûre, mais en tout cas… Le 2. Le 2, voilà. Sur des outils proposés par le SICOVAL et le guide de la participation citoyenne, cette fameuse Bible, peut-on l'appeler comme ça? Pour le coup, là, il y a aussi des éléments sur lesquels vous pourrez vous inspirer des outils proposés et notamment, alors hop, si je repartage mon écran, il y a, voilà, moi ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est les matrices qui sont proposées dans le guide qui permettent en fait d'avoir facilement des objectifs attendus avec des critères, de positionner en fonction des indicateurs que vous allez pouvoir retenir et de décliner aussi sur le dispositif participatif pour les participants, mais aussi pour les porteurs de projets, hein. On a vu, vous aussi, vous aviez fait cette démarche-là, Étaline, d'à la fois aller mesurer la démarche en tant que telle, mais aussi ce qui est engageant pour le participant et pour le projet. Et donc voilà, ces matrices-là, moi je les trouve assez inspirantes pour pouvoir en fait mobiliser facilement des outils avec voilà, adaptés en fonction de vos critères. Mais voilà, je l'ai réintégré aussi parce qu'en termes d'évaluation, je pense que des petits outils pratiques comme ceux-ci sont tout à fait adaptables au projet proposé. Hop. Voilà. Et puis pour le coup, moi, ce qui m'intéresserait aussi d'avoir comme retour de votre part, c'est finalement quel livrable vous avez produit à l'issue de la démarche, comment vous avez communiqué aussi, et puis ce qui a permis de capter en fait des éléments d'amélioration continue pour vos prochaines démarches. Alors oui, pour reprendre ce qu'on se dit tout à l'heure, il y a en effet l'évaluation de la démarche et des projets. Donc, ça donne lieu à différents supports de communication et de livrables. Donc là, on a communiqué notamment sur le projet Maya, donc qui est le projet lié aux familles éloignées
la scolarité de leurs enfants. Là, c'était un exemple plutôt, donc presque un an après, en fait, on a envoyé un kit de remerciements aux familles qui ont participé à la démarche, pas forcément tout au long de la démarche. Parfois, c'était des familles qui avaient participé plus sur la phase d'immersion. Et aussi donc, aux familles qui ont participé jusqu'aux phases de co-création. Donc, on leur a envoyé un récapitulatif du projet avec les différentes étapes et surtout ce à quoi ça a donné lieu. Donc, on leur a envoyé aussi les prototypes. Et tout ça, c'est la question aussi du droit de suite. Comment on fait pour aussi garder confiance auprès des citoyens, enfin, dans le sens où parfois les citoyens participent à des démarches de participation citoyenne, mais ne savent pas forcément ce à quoi a servi leur participation. Donc, comment on fait aussi pour donner à voir et remercier aussi qu'elles comprennent ce à quoi elles ont contribué. Donc ça, c'est un kit qui a été adressé individuellement à chacun ou il y avait un temps qui a été organisé où vous aviez restitué et transmis ce document? Comment vous avez procédé? Il a été envoyé par la poste, tout simplement. Du coup, dans mes souvenirs, il y avait 16 familles qui ont participé au projet, donc soit qui ont plus participé à une phase de consultation, où là, on s'est entretenu avec certaines d'entre elles, jusqu'à 3 familles qui ont vraiment participé à l'ensemble du processus et jusqu'aux ateliers de co-création et à des moments de copile et de décision, où là, on leur a livré entièrement en fait, une certaine visibilité de voilà tout ce qui a été fait, les livrables et les prototypes qu'il en sort suite à la phase de consultation qu'on a eue avec vous, quoi, globalement. Mais en parallèle, là, on est en train de monter de finir une capsule vidéo, en fait, qui est, si tu veux en parler. Oui, en fait, on est revenu un an après au collège où on a pu mener cette expérimentation, notamment la rentrée pour voir les fruits de notre travail, et aussi un an après, comment les prototypes ont été comment on dit, ils ont été appropriés en fait par le collège et comment on est allé plus loin. Donc c'était intéressant. Donc là, on a une capsule vidéo, donc on a pu filmer aussi certaines choses pour avoir une restitution de l'ensemble de la démarche jusqu'à un an après, comment ça a pris aussi au sein du collège. Et donc là, on a au-delà des prototypes proposés, on a vraiment une démarche et des manières de faire qui ont changé dans le collège. On voit que c'est aussi, ça va au-delà du projet en tant que tel. En fait, il y a vraiment une dynamique qui a été lancée parce qu'on a appris aussi de nouvelles manières de faire, et donc ils ont revu leur projet d'établissement, réutilisant un peu des méthodologies qu'on a pu voir ensemble. Ça a généré quand même des vraies dynamiques dans le collège. Et la vidéo, c'est pareil, vous allez la diffuser aussi ouais. C'est super important parce que pour le coup, c'est vrai qu'on a toujours l'enjeu de pouvoir mobiliser voilà, les personnes sur des projets et de pouvoir aussi poursuivre en fait cette remobilisation potentiellement à un autre moment. Donc, c'est assez chouette, je trouve, de pouvoir autant montrer le fruit finalement de l'engagement des usagers sur un projet. On a une question dans le chat pour le projet Maya. C'est en milieu rural plutôt ou urbain? Et où peut-on retrouver les informations sur le site internet d'Étaline sur ce projet? Alors, le projet, il était en milieu rural, donc en Vendée. Et pour les infos, en fait, j'ai transmis l'ensemble, les documents en fait, qui sont sur la photo, ils sont dans un lien qui va vous être transmis à la fin du webinaire, il me semble. Donc, Oui. et notamment, le document, c'est marqué Maya en gros, qui est un gros récapitulatif de l'ensemble de la démarche et du projet. Donc, vous allez pouvoir trouver l'ensemble des informations de ce projet dedans. Merci. Et si vous voulez un ensemble de documentation plus générale, là, ça fait le lien. Donc, on a travaillé une documentation non pas sur le projet, mais plus sur la démarche.
Et nous, ça a permis aussi de travailler les enseignements qu'on tirait de cette première promotion pour pouvoir accompagner une deuxième promotion de projet. Donc, en effet, on a travaillé sur un livrable qui récapitule à la fois l'ensemble des projets qui ont été accompagnés et qui récapitule aussi, comme on disait, les enseignements, chacune des journées de formation action et interchantier, et qu'est-ce qu'on en tire pour la prochaine promotion. Donc, c'était vraiment utile de faire ce travail. Non. Et ça, c'est en ligne, du coup, sur notre site internet, enfin, sur le site internet de la préfecture. Et donc, cette documentation, en fait, ça a été une de nos premières documentations qu'on a écrites au sein du Lab Étaline. Mais on est vraiment dans une démarche de documenter en permanence ce qu'on fait et l'ensemble des projets qui sont avec des agents et des usagers. Et donc, ces enseignements-là, ils nous ont conduit à la réalisation d'une deuxième promotion où là, on accompagne 2 projets. Donc, il y a un premier projet qui est autour de l'information liée à la santé dans une communauté de communes en Mayenne. Et il y a le deuxième projet qui était la réalisation d'une enquête participative dans le cadre de l'élaboration du nouveau contrat de ville de la ville de Saint-Nazaire. Donc là, pendant 3 mois, on a fait ça s'apparente à plus de la consultation en fait vis-à-vis des citoyens. On a rencontré une centaine de citoyens. Et en fait, nous, on garde toujours une trace de ce qu'on fait. Et donc là, on l'a documenté dans un gros livret que vous pouvez voir ici. Et ce qui est intéressant, on voulait vous présenter ce projet-là, c'est que on a créé des dispositifs dans la phase d'aller vers, du coup, pour aller récolter la parole des habitants sur leur cadre de vie pour alimenter le contrat de ville. Donc là, il y avait 4 dispositifs différents, assez basiques, mais où on a outillé les agents pour faire avec nous, donc designers, mais également agents publics. Donc comment aller faire des rencontres à la volée, donc sur les marchés, faire du porte-à-porte, s'entourer d'acteurs du territoire. Et en fait, ces dispositifs-là, du coup, ils ont permis à aller consulter les habitants, mais notre objectif, et on a imaginé ces dispositifs qui soient réutilisés dans 1 an pour retourner voir les habitants dans les quartiers et pour prendre la température et de voir si les attentes des habitants, le contrat de ville a permis de répondre en partie ou pas. Et donc, c'est également intéressant de réfléchir à des dispositifs pour outiller les agents pour retourner sur le terrain. Et oui, et cette question de l'autonomie, en fait, pour aller récolter les besoins. Et donc là, c'était des petites photos d'illustration des différents dispositifs qu'on a pu réaliser. Et là, on commence un autre projet, du coup, parce que cette documentation, elle a été fournie à un certain nombre de services de l'État en région Pays de la Loire. Du coup, il y a un service à Laval, du coup, qui est en charge de l'organisation et de la gestion des contrats de ville, qui nous a sollicité pour aller plus loin et du coup, comment travailler avec les habitants dans la gouvernance et le pilotage du futur contrat de ville. Et donc là, ça va être un projet qu'on va commencer en 2024 et qui va s'étaler au moins sur une bonne année. Et donc, documenter nous a permis d'aller chercher d'autres projets et d'essaimer un peu la méthodologie. Et puis de réadapter aussi notre méthodologie ou de renforcer, par exemple, sur la première promotion, on était, on a vraiment vu l'importance d'aller vers et de travailler avec des outils qui permettent aussi de créer le dialogue, d'être support de médiation entre des habitants et nous, équipe Étaline, ou personnes enquêteurs finalement. On avait différents enseignements de la première promotion aussi, notamment l'importance de créer le lien de confiance avec à la fois les porteurs de projets, mais aussi les citoyens. Et ça se fait sur du long terme souvent. La question aussi peut-être d'avoir des
On avait aussi la question des porteurs de projets, comment on fait aussi pour vraiment avoir des porteurs de projets tout au long du projet et que ce ne soit pas juste nous, équipe Étaline, qui nous retrouvions à porter le projet, nous, complètement sur le terrain. Avec des difficultés, effectivement, aussi, c'est que parfois, il y a une bonne volonté, mais il y a aussi une difficulté dans la culture de l'administration, des freins parfois pour essayer d'aller vers les citoyens. Donc, comment on travaille aussi pour rassurer dans ce sens-là, petit à petit. Et sur Contradic, je trouve que ça a bien fonctionné, on a bien réajusté. Et puis peut-être, vu qu'on parle d'indicateurs aussi, sur la première promotion, on avait aussi l'importance, on avait tiré le constat de l'importance de bien anticiper au regard des objectifs qu'on se donne, de l'importance d'identifier des indicateurs qui rejoignent ces objectifs-là, qu'ils soient quantitatifs ou qualitatifs finalement, et qui ne sont pas non plus figés dans le marbre. Et donc, sur la deuxième promotion, on a aussi organisé des journées de formation action et d'interchantier. Donc là, on a travaillé avec des prestataires externes, notamment un designer, Jackie Fouché de l'agence qui est à Nantes. Et donc, on avait une journée spécifiquement, une des premières journées dédiée à la question des indicateurs. Et donc, ça a été travaillé en ce sens-là avec les porteurs de projets. On a une question d'Ingrid aussi alors Ingrid, peut-être que vous pouvez nous préciser, pour solliciter une aide méthodologique pour les collectivités territoriales, qui contacter, comment? Est-ce que pour le coup, c'est globalement ou aussi sur les méthodologies du design appliquées dans ce cadre-là? Enfin, si vous pouvez nous préciser, peut-être Ingrid, vous pouvez prendre la parole d'ailleurs. Méthodologie de design. Eh ben, soit vous avez la chance, comme Étaline, d'avoir un labo intégré, et là, c'est royal, soit effectivement s'appuyer sur, comme pour le cas du choix des indicateurs et la formation action que vous avez réalisée avec une agence de design. Et pour le coup, vous avez aussi des réseaux, dessins publics notamment, qui permet aussi d'avoir des agents designers intégrés dans les collectivités territoriales, et puis autrement des prestations. Voilà. Peut-être mettre quelques noms de cabinets que tu connais qui sont bien. Je Alors, sais pas si c'est ce qu'attendait Ingrid ou si elle attendait. Tu vois, parfois tu sais pas trop à qui demander, et puis entre tous les gros cabinets qui te disent qu'ils savent toujours tout faire et qui en fait c'est pas Voilà. forcément ce qu'on attend. Et dans les collectivités. Et puis, vous pouvez aussi avoir des marchés design au sein de votre structure. Enfin, là, pour le coup, il faut se renseigner aussi. Mais voilà, bon, selon la configuration, effectivement, ça peut être Alors, Ingrid, est-ce que vous voulez prendre la parole? Allez-y, ça sera plus simple. Effectivement, on a ce type d'accompagnement quand on lance des gros projets type renouvellement urbain ou autre. Mais on peut être amené sur certains projets, et je pense par exemple, nous, sur la direction informatique, par exemple, la refonte des sites internet, des choses comme ça, à attendre une participation du citoyen pour identifier finalement son besoin, ce vers quoi on doit aller. Et là-dessus, en fait, hormis peut-être passer un marché, je ne sais pas comment on peut être accompagné dans ces démarches. Effectivement, on essaye de former en interne au design de service, mais ce n'est pas toujours évident et pas toujours facile aussi de se lancer sur des choses vraiment rentrer dans le pratico-pratique et dans le dur immédiatement, quoi. Donc, par exemple, là, Étaline, c'est Saint-Nazaire qui vous a contacté. Quel est un peu le mode opératoire pour vos interventions? Là, nous, globalement, on est un lab d'innovation publique, mais du coup porté par une préfecture de région, du coup les services de l'État. Donc, dans l'idée, notre cible, c'est quand même, notre cible, on est à l'appui de l'ensemble des services de l'État en région Pays de la Loire, mais on peut également accompagner des collectivités territoriales s'il y a un partenariat avec un service de l'État.
Et donc là, pour le projet de Saint-Nazaire, c'est le service politique de la ville, du coup, qui est porté par la préfecture, mais en lien très fort et étroitement avec l'agglomération de Saint-Nazaire. Et pour un autre projet, ça a plus été l'inverse, où on a été, le projet de l'information liée à la santé en Mayenne. Là, c'est une communauté de communes qui nous a sollicité dans le cadre de notre appel à projet. Mais nous, on s'est forcé à faire un lien avec l'ARS, du coup, plus un service de l'État, pour pouvoir accompagner ce projet. Mais comme dit Estelle, le mieux, c'est peut-être aussi de vous renseigner sur votre territoire s'il y a un lab d'innovation Ouais. et voir aussi leur offre de service, parce que chaque lab aussi a son ADN. On peut être des fois plus sur des questions RH ou c'est très très large. Donc c'est pas toujours, je suis d'accord, c'est pas toujours très évident à observer sur les territoires. Oui, ça marche. Merci beaucoup. Et merci à Mathilde pour le lien. Merci. Dessin public. Merci beaucoup. Eh bien, je ne sais pas si vous avez encore d'autres questions à poser à Simon et Elsa. Enfin, en tout cas, n'hésitez pas. Vraiment, ces temps d'échange sont là pour ça. Donc, voilà, ça vous a permis finalement aussi d'aller améliorer la démarche. On voit notamment sur la notion d'aller vers, les indicateurs à prévoir plus en amont. Alors, Mathilde, je regardais effectivement qui levait la main, mais c'est toi, je t'en prie. Oui, moi j'ai trouvé ça hyper inspirant de voir tout ce qui était mis en place autour de vos démarches en fait, d'accompagnement, de sollicitation des usagers. Et ce qui est super complexe, je trouve, dans les dynamiques d'évaluation, c'est d'aller évaluer un peu l'impact du projet qui ressort en fait, de la politique publique, du dispositif qui est mis en place. Est-ce que vous faites aussi est-ce que vous accompagnez aussi, vos partenaires dans ces évaluations-là sur l'impact, on va dire, du dispositif? Ou votre rôle à vous, ça s'arrête à faire de l'évaluation de la démarche de sollicitation des usagers? Et si la réponse est oui, vous accompagnez aussi sur l'évaluation des dispositifs, comment vous vous y prenez? Je dirais que c'est un objectif vers lequel on tend, où je trouve que le projet Maya illustre bien comment on a pu évaluer, au-delà de la démarche, évaluer l'impact, puisque comme je l'évoquais tout à l'heure, il y a un impact à la fois sur les prototypes produits, donc on allait voir ce que ça donnait aussi sur place, comment un jour de la rentrée, donc comment les prototypes ont pu prendre. Mais on a aussi pu constater, interroger aussi l'ensemble de la communauté éducative pour voir l'impact de la démarche, comment eux, finalement aussi, ça a pu créer une dynamique au sein du collège. Donc, je dirais que là-dessus, on aimerait que l'ensemble des projets tendent aussi jusque-là, qu'on aille même encore plus loin sur l'ensemble des projets, que ce kit de remerciements, en fait, on aille aussi voilà, c'est jusque-là sur l'ensemble des projets, mais ce n'est pas quelque chose qu'on a mené sur l'ensemble des projets. Non, et puis même, c'est un travail qu'on souhaite effectuer comme dans les prochains mois et sur peut-être prochaines années sur cette partie vraiment évaluation sur la création un peu du lab. Et ces dernières années, on a beaucoup travaillé le cadrage d'un projet et comment s'assurer du réel besoin, du portage des projets, de s'assurer d'une certaine continuité malgré les facteurs. Et du coup, on commence, là, dans nos projets, à évaluer, mais à avoir une réflexion globale sur l'impact à plus long terme en fait, des projets. Et du coup, dans le long terme, l'idéal, c'est d'aller un an ou en fonction des contextes, mais d'aller observer les nouveaux comportements ou les changements, que ce soit agents, usagers. Et ça, on pourra le travailler, peut-être même dans le cadre du projet Maya, c'est voir aussi cette question de lien de confiance avec la communauté éducative et les parents. Et est-ce que ça a changé réellement quelque chose ou est-ce qu'on est plus sur de l'instant T et une dynamique qui a pris mais qui peut s'essouffler?
à voir, quoi. Et c'est ça, on n'a pas trop de sujets là-dessus. Mais je rejoins en fait ce que tu dis, en fait, c'est qu'en effet, c'est pas la partie la plus évidente d'évaluer ces impacts-là. Et donc comme disait Simon, maintenant on a quand même bien travaillé cette question de comment on cadre bien un projet pour. Alors on a fait un jeu autour du sujet, on se rend compte qu'on est capable de reproblématiser même et de remettre en question des porteurs de projets. Et même pour le projet Maya, à la base, ils avaient une problématique qu'on a reformulée, ils avaient une idée de solution en tête, de faire un outil numérique, alors qu'en fait, c'était pas adapté au terrain. Donc là-dessus, on a réussi à avoir pas mal de données, mais par contre, sur la question de l'impact, c'est vraiment un enjeu pour nous de voir comment on peut travailler là-dessus plus tard, et pas que sur ce centre, sur l'ensemble des projets plus globalement. Si vous avez des informations sur ce sujet, on est preneurs. On continuera d'échanger, oui, carrément. Voilà. Merci beaucoup, Simon et Elsa. On arrive à la fin de ce webinaire et de notre série de webinaires. Je vous ai fait un petit rappel des ressources à disposition que vous retrouverez sur le support. On vous enverra aussi les replays donc, de l'ensemble des webinaires et le support de présentation. Et puis donc, en tout cas pour les agents de la région Grand Est, on a une plateforme qui s'appelle Ma Région Demain, qui est portée par le service engagement de la direction de la jeunesse, des sports et de l'engagement. Vous pouvez vous connecter à cette plateforme et votre référence, c'est Grégory Boyer. On est aussi à votre disposition à la DIMAP pour évoquer ces sujets-là. Et pour l'équipe du Grand Nancy qui nous a accompagnés également, donc la plateforme jeparticipe.métropolegrandnancy.fr à disposition. Et on vous remercie pour avoir prolongé le mois de l'innovation avec nous jusqu'au mois de décembre. Et merci beaucoup à toutes les personnes qui sont venues témoigner, qui ont présenté leurs outils. On espère que ça a été riche d'échanges et inspirant. En tout cas, merci à tous pour avoir collaboré à ces webinaires et puis de vous être connectés et de nous avoir suivis tout au long de cette série de webinaires. Merci à tous et peut-être à l'année prochaine pour un nouveau mois de l'innovation. Si vous avez des suggestions, des envies de thématiques, n'hésitez pas.